bonsoir messieurs qui êtes en visio. Bonsoir mes chers collègues. Bonsoir Monsieur Foucault. Mes chers collègues, avant d'ouvrir l'audition de cette fin d'après-midi, notre première audition pour nos premiers travaux sur cette mission d'information sur l'avenir de la commune et du maire en France, quelques mots sur l'organisation de nos travaux. Alors, comme vous l'avez vu dans le programme prévisionnel qui vous a été adressé, nous essaierons dans les prochaines semaines de tenir un rythme d'une audition plénière tous les 15 jours. Et parallèlement, nous vous proposons de participer, bien sûr, à nos déplacements, généralement organisés le lundi, qui nous permettront de voir au plus près du terrain les réalités évoquées au cours de nos échanges. Le premier déplacement dont vous avez été déjà avertis, chers collègues, se fera la semaine du 13 mars, le lundi 13 mars, et sera dans les Vosges. Par ailleurs, avec le rapporteur, je remercie ceux d'entre vous qui, depuis notre dernière réunion, nous ont fait passer d'utiles suggestions d'audition ou d'éclairage particulier. Nous avons essayé d'en tenir compte dans la programmation des travaux que nous vous soumettons. Je salue également la présence de Françoise Gatel, notre collègue présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui travaille également sur la question du blues des maires et à laquelle nous avons donc proposé de se joindre à nous pour notre audition d'aujourd'hui. Merci Françoise. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'ores et déjà d'ouvrir notre première table ronde consacrée donc à la crise de vocation des maires. Nous avons le plaisir de recevoir 4 anciens maires qui ont accepté de témoigner sur les difficultés d'exercice de leur mandat et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de démissionner ou renoncer à se représenter. Merci, messieurs, qui êtes en visio. Alors, sont ici présents en visioconférence monsieur Gilles Cadoré, ancien maire de la commune de Saint-Aignan dans le Morbihan, monsieur Emmanuel Éloré, ancien maire d'Andouillé-Neuville en Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Vagnon, ancien maire de Lonsol dans l'Aube, monsieur Claude Landos, ancien maire de la Selle-du-Noise dans la Creuse. Et enfin, je salue également en présentiel la présence de monsieur Martial Foucault, professeur de sciences politiques et directeur du CEVIPOF, qui pourra compléter les témoignages des précédents invités avec l'analyse particulière du chercheur. Alors, messieurs, comme vous le savez, l'objet de notre mission d'information est de s'interroger sur l'avenir de la commune et du maire. Quel peut-il être cet avenir? Quelles menaces pèsent sur lui? Quels espoirs porte-t-il en lui? Et surtout, à quelles conditions pourra-t-il se réaliser? Or, chacun ici a pu le constater dans son département et plusieurs travaux scientifiques l'ont confirmé. On assiste à une crise de vocation qui se dessine depuis plusieurs années et les dernières élections municipales en ont fourni une illustration. On a aussi pu parler de ras-le-bol ou de blues des maires et si le phénomène n'est pas majoritaire, il manifeste à notre sens les difficultés de l'exercice du mandat municipal aujourd'hui. Or, avant de parler de l'avenir et pour le préparer au mieux, il est important de savoir d'où l'on part. C'est pourquoi votre témoignage nous sera précieux, messieurs, puisqu'il rendra compte des raisons pour lesquelles vous avez hésité à vous représenter ou vous avez décidé de démissionner de votre mandat. Alors, je vous propose d'engager dès à présent nos échanges autour de notre rapporteur. Et je vais vous donner dans un premier temps la parole pour exposer succinctement votre analyse sur le sujet. Puis avant de donner la parole à Mathieu et à nos collègues ici présents pour qu'ils vous interrogent à leur tour, j'inviterai M. Martial Foucault à nous livrer son analyse sur cette crise de vocation, son ampleur, ses manifestations, ses causes et les solutions qui pourraient y être apportées. Je vous précise aussi que nos échanges sont aujourd'hui retransmis en direct sur le site internet du Sénat. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez à ce stade... Non, je ne vais pas à ce stade rajouter aux propos de la présidente qui a parfaitement rappelé quels étaient les objectifs de cette audition. Je vais tout de suite vous donner la parole et puis je crois que le mieux c'est que nous puissions avoir un échange le plus interactif possible. On commence peut-être par Monsieur Cadoré. Oui, bonjour à tous.
Bonjour. Donc, Monsieur Cadoré, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais, j'ai été élu pour la première fois donc en 2020, mais en tant que maire, mais autrement, je suis élu depuis 2008 en tant que conseiller, puis en 2011, j'étais passé premier adjoint, donc c'était un peu la continuité de ma vision de la commune. Et puis, donc voilà, j'étais engagé beaucoup dans les associations, donc c'était rentrer un peu plus proche des personnes peut-être, et puis de mettre en avant tous nos projets qu'on avait à mettre pour notre petite commune, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis engagé sur la commune de Saint-Aignan. Très bien. Et vous avez démissionné en cours? J'ai démissionné, oui, au bout de à peine 2 ans, parce que on avait un projet, même si c'était pas notre projet à la commune même, c'était mon voisin d'à côté qui avait un projet pour nos 2 communes, qui était très intéressant. Enfin, pour ma part, une passerelle qui rejoignait nos 2 communes par au-dessus du lac, qui touche nos deux communes et nos 2 départements. Donc c'était un peu une vision de voir un rapprochement entre nos 2 communes, nos 2 départements, nos 2 intercoms. Donc c'était très intéressant. C'était très intéressant pour ça. Malheureusement, une partie de mon conseil n'était pas du tout chaud à ce projet. Et donc voilà, ça a commencé très rapidement à être très dur dans le conseil. Donc une partie de la population, bon, ils étaient très peu au départ, et puis donc forcément amener des courriers, j'ai eu le droit à un journal qui est sur mon nom, donc voilà, ça a été très, très dur pour ça. Mon adjoint qui a failli me taper dessus, donc à un moment donné, on se dit que non, on n'est pas là pour ça, donc c'est pour ça que j'ai fini au bout d'un an à abandonner quand même mon mandat. Voilà. C'est un peu ça dans les grandes lignes. Très bien. On passe peut-être à Monsieur Eloré, qui va nous dire aussi... Oui, bonjour. Avant toute chose, je voudrais saluer François Gattel, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler en Ille-et-Vilaine. Enfin. Bonjour Emmanuel. Je n'aurais jamais dû avoir recours à la démission. C'est dans mon parcours, le concept de démission est arrivé. Parce que en 2000, lors des élections, j'avais envisagé de ne pas me représenter. Et devant l'absence de candidats, et pour ne pas laisser les choses en l'état, j'ai repris un bout de mandat avec le ferme propos de ne pas aller trop loin à partir du moment où j'aurais trouvé quelqu'un pour prendre le relais, ce qui fut fait assez rapidement. Et quand dans le conseil, quelqu'un s'est révélé apte à prendre le relais, j'ai donc posé ma démission pour laisser le champ libre à mon successeur pour pouvoir continuer la mission, tout simplement. Vous avez eu du mal à trouver un successeur? Dans le mandat que j'ai assuré précédemment, oui, j'avais eu du mal à trouver un successeur. Et j'ai donc accepté de recomposer une liste pour pouvoir reprendre un mandat. Mais j'avais prévenu tous mes collègues dès le départ qu'à partir du moment où quelqu'un serait en mesure de prendre le relais, je me retirais parce que j'étais atteint par la limite d'âge, comme on dit, à 82 ans. Donc je souhaitais me retirer tout simplement. Très bien. Monsieur Vagnon. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Donc, moi, je suis maire d'une petite commune de l'Aube-Lonsol. Enfin, j'étais. Donc, en fait, moi, je n'ai pas démissionné, je ne me suis simplement pas représenté. Donc, j'ai été élu comme conseiller municipal en 89. J'ai fait un mandat de conseiller, j'ai fait 3 mandats d'adjoint et puis un mandat de maire. Donc, les éléments qui m'ont poussé à arrêter, c'est en fait une conseillère qui
m'a agressé, m'a mise en cause sur un sujet sans fondement. Donc, je me suis dit que ça allait certainement mal tourner, donc il valait mieux que je me retire. Donc, en fait, je ne voulais pas non plus abandonner, parce qu'en fait, il y avait des dossiers en cours et tout. J'avais dit que je ne me représenterai pas comme maire, mais je n'abandonnerai pas la commune, que je me représenterai comme conseiller, ce que j'ai fait. Mais bon, je peux vous dire que bon, ça s'est très mal passé les premières années de conseil, parce que je me suis fait agresser par les nouveaux élus qui avaient préparé un petit quelque chose. Bon, ils ont la conseillère qui m'avait agressé est devenue adjointe. Pour vous dire, on avait galéré pendant quelques années pour acheter une propriété contiguë à la mairie. Et la première chose qu'ils ont fait, eh bien, ils ont vendu la propriété à la première adjointe pour son fils. Donc je trouve que c'est des éléments vraiment dramatiques. Je ne comprends pas. On ne veut pas non plus faire une polémique là-dessus. Mais enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Donc voilà l'état d'esprit de la commune. Donc j'ai du mal. Je ne comprends pas comment des gens peuvent arriver à faire des choses pareilles. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Et pour finir, monsieur Landos. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette enquête qui peut peut-être en effet faire avancer les choses. Donc moi, j'étais plutôt maire d'une petite commune de Creuse, donc en pleine ruralité, hein, donc avec toutes les difficultés que l'on peut imaginer, commune de 560 habitants. J'ai commencé à être élu en 2008, mais j'étais élu entre guillemets de l'opposition. En tout cas, le maire de l'époque m'a catalogué comme ça parce que je faisais pas partie de son équipe. Il m'avait pas demandé, sinon j'aurais volontiers accepté. Et puis, bon, en fait, le mandat s'est passé tout à fait bien. Moi, j'ai appris donc le travail d'un élu à ce moment-là, et avec une bonne collaboration avec toute l'équipe. Bon, est arrivé 2014, j'avais posé la question aux collègues, qui est-ce qui est prêt pour se représenter, aux collègues de l'ancienne équipe. Bon, et personne n'était prêt à se représenter. Donc j'ai fait une réunion publique, organisé une réunion publique où il y a eu pas mal de personnes qui sont venues, intéressées par la commune, des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Et puis, à la fin de la réunion, l'équipe était faite, mais un petit peu hétéroclite. Parce qu'on ne se connaissait pas forcément, on n'avait pas de... Enfin, on avait un vague programme, mais c'était quand même quelque chose à élaborer. Donc, nous nous sommes présentés. Bon, il y a eu une équipe qui s'est présentée contre nous, mais nous avons tous été élus de notre équipe et aucun de l'autre équipe. Donc, nous avons travaillé pendant les 6 ans, et je dirais en bonne entente avec une équipe d'adjoints qui travaillaient, qui étaient complémentaires, une bonne ambiance, et donc tout s'est bien passé. Est arrivé donc le Covid, et puis les élections, ça a mis un petit peu de soucis par rapport à la suite. Et hélas, dans l'équipe qui était avec moi, beaucoup ne voulaient pas se représenter, parce que c'est un des problèmes que je pense qui peut être évoqué dans notre réunion, c'est que des gens jeunes, actifs, ne sont pas trop disponibles, et donc certains se sont épuisés. Et après, ça peut être au contraire la limite d'âge où on se dit on va arrêter parce que on est trop vieux. Bon, je sais pas si on est réellement trop vieux, on a toujours des choses à rapporter, mais peut-être un engagement différent. Donc j'ai mené l'autre campagne. Donc il y a eu qu'une seule équipe qui s'est présentée. Donc bien sûr, tout le monde a été élu. Et donc nous avons commencé à travailler, mais je dirais que l'ambiance n'était plus la même que la première fois. Donc avec donc certaines difficultés. Bon, il y a eu le Covid, hein, je crois qu'on l'a tous vécu, et ça amène quand même un certain nombre de difficultés. Et puis des
qui étaient plus jeunes, qui ne connaissaient pas trop le travail des élus et qui ça a amené des difficultés avec le secrétariat de mairie aussi, la secrétaire qui a fait un burn-out et qui s'est mis en arrêt alors que bon, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. La démission aussi par rapport à un projet de la deuxième adjointe avec qui je m'entendais parfaitement. Et donc, je me suis posé la question à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Et donc, bon, je me suis dit, j'ai été élu, il faut que je continue, même si j'avais prévu de m'arrêter à mi-mandat, parce que je suis toujours actif. Je suis médecin de campagne, et donc je fais donc un mi-temps de médecin, c'est-à-dire 12 heures par jour. Et puis le reste, après, donc le boulot de maire, et puis aussi engagement associatif et autres. Donc, vous voyez, c'est un peu la difficulté, ça laisse peu de temps pour soi ou pour récupérer. Bon, donc l'ambiance était pas la même, je dirais, même si je m'entendais bien avec certaines personnes. Bon, ça a été un petit peu conflictuel, et puis bon, donc j'ai choisi de démissionner parce que j'avais envie d'avancer, mais pas de me bagarrer au quotidien avec les personnes qui n'étaient pas d'accord. Et j'ai choisi donc de continuer mon travail de médecin généraliste, où je suis actif. Donc là, viens de laisser mes patients, mais je vais retourner les voir après la réunion. Et puis, qui s'accompagne d'un boulot avec l'ARS, avec bon, aussi les maires. Enfin, je participe à un certain nombre de commissions et j'essaie de faire avancer la démographie médicale qui est bien en berne dans la Creuse, mais aussi un peu partout. Donc, je ne m'ennuie pas. Je regrette un peu parce que le boulot de maire est un boulot passionnant. Mais donc on pourra en parler un peu plus tout à l'heure certainement. Voilà, donc j'ai choisi de garder mon travail parce que bon, c'est un travail qui est passionnant, et aussi, comme on a vu tout à l'heure, par rapport donc à des conflits internes qui parfois sont usants. Hein. C'est difficile, et donc il faut quand même se préserver un petit peu. Voilà, donc merci. Merci à chacun d'entre vous. Peut-être une question avant de passer la parole à Martial Foucault et puis à Françoise Gattel et nos collègues. En une ou deux phrases pour être le plus synthétique possible, on a bien compris qu'il y a eu un fait générateur qui a, j'allais dire, débouché sur votre démission, votre souhait de quitter votre mandat. Mais si vous deviez, je veux dire, qualifier ou définir quels ont été les écueils que vous avez, les plus importants que vous avez rencontrés dans l'exercice de votre mandat local. Et l'autre question, c'est comment voyez-vous l'évolution, et surtout, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement ces écueils que vous avez pu rencontrer puissent être levés pour redonner en quelque sorte, c'est un peu l'objet de notre mission, du souffle à cette France communale, à la commune, et puis surtout faciliter l'exercice du mandat de maire ou du mandat local. On peut refaire le même tour, hein, Monsieur Cadoré. Vous pouvez répéter votre question parce qu'elle a été un peu longue là, j'ai pas. Oui, pardon, je vais être très court. Qu'est-ce qui, au-delà du fait générateur, on a bien compris le projet qui avait avorté vous concernant, quels ont été les grands écueils, les difficultés majeures que vous avez rencontrées durant l'exercice de votre mandat, et selon vous, quelles sont les priorités de ce qu'il faut revoir pour faciliter l'exercice du mandat de maire à l'avenir? Moi, le fait que deux de mes adjoints, comme on n'arrivait plus à travailler en phase avec moi, ça devenait très compliqué, quoi. Quand on a une partie de la population qui vient au conseil avec des slogans, des pancartes contre cette passerelle, voilà, ça devenait trop dur.
quand on se fait agresser physiquement quand on traverse la commune, bon, c'est plus possible à un moment donné, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est peut-être le fait que c'était des amis. Au départ, mon premier adjoint, c'était un de mes meilleurs amis. C'est peut-être ça aussi l'erreur qu'ont fait peut-être beaucoup de personnes, c'est qu'on se rapproche avec des personnes qu'on connaît bien et qui ont des compétences, bien sûr, mais voilà. Et peut-être qu'on ne s'attend pas à ce que cette personne-là puisse nous trahir, on va dire. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, quoi. Et c'était un beau projet avec le maire de la commune d'à côté. Je pense que c'est plus une affaire politique parce que mon premier adjoint ne pouvait pas supporter le maire de la commune d'à côté. Donc le projet en lui-même, il a été l'excuse un peu de casser toute cette ambiance qu'on aurait pu avoir entre nos deux communes qui étaient appauvries depuis quelques années à cause d'un projet qu'il y avait eu je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était vers les 2010, quand la commune d'à côté a pris le nom de Guerlédan. Guerlédan, c'est le lac, mais c'est aussi la commune de Mur de Bretagne et de Saint-Gobain qui se sont rapprochés. Donc je pense que c'est la partie politicienne qui a fait qu'en réalité, ce projet il a été avorté avant d'être commencé, quoi. Merci, Monsieur Eloré. Oui, je voudrais dire le travail de maire est un travail passionnant, c'est enthousiasmant, mais devient de plus en plus lourd pour une petite commune, les communes rurales en particulier. Et j'ai eu l'occasion, Françoise Gatel pourra vous le dire, de m'en ouvrir à elle parce que ce qui a déterminé encore plus mon souhait de quitter, si vous voulez, c'est toutes les problématiques liées à l'urbanisme qui devient de plus en plus difficile à cerner. Autre chose, c'est toute la relation avec les communautés de communes dont les contours ne sont pas, à mon avis, très bien définis et où chacun essaie de tirer les choses à soi. Et je pense que là, il y a peut-être une réflexion à conduire au niveau de la relation de lien entre communautés de communes et communes. On a le sentiment qu'aujourd'hui, la communauté, le maire, j'allais dire, ne sert plus à rien, le mot est fort, mais la communauté de communes, il y a de plus en plus de compétences qui sont allouées à la communauté de communes, et on a l'impression de devenir un peu des marionnettes en tant que maire au niveau des communes. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Et ça se traduit beaucoup sur le plan de l'urbanisme. Et autre compétence particulière, je pense, qui entraîne des difficultés, c'est tout ce qui concerne l'assainissement. Et vous savez que en 2026, l'assainissement passera obligatoirement en compétences communautaires. Et c'est une des choses, si vous voulez, une des compétences qui, au niveau du maire, pouvait lui permettre d'avoir une certaine utilité, le sentiment d'une certaine utilité au niveau de sa commune. Je pense que ces choses-là devraient être repensées et je sais que le Sénat s'en est emparé de la question. Mais voilà, c'est une des raisons que j'évoquerai, si vous voulez, qui a motivé aussi mon départ. Merci, Monsieur Vagnon, à qui je dois signaler qu'il faut qu'il remette sa caméra, me dit-on. Son micro, pardon. Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Vagnon? Nous vous voyons. Voilà, c'est bon, parfait. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'est fait là. Oui, donc j'ai bien écouté mes confrères. Donc je suis un peu dans la même chose. Vous savez, on a des petites communes rurales, en fait, le maire fait un peu tout. On est beaucoup sollicité et si on veut s'investir, eh bien, il y a beaucoup de temps à y passer, c'est sûr. D'autant plus maintenant qu'on se retrouve obligatoirement dans des communautés de communes. Donc, si on veut un peu rester au courant de ce qui s'y passe, étant donné qu'il y a de plus en plus de compétences qui sont transférées, ça demande beaucoup de réunions.
mais c'est beaucoup de réunions, souvent on ne fait qu'écouter et on n'a pas l'impression d'avoir un grand rôle, surtout notamment, je pense, de notre communauté de communes où on est une petite communauté de communes, mais on est une communauté de communes à cheval sur 2 cantons. Et donc, si vous voulez, il y a en gros une dizaine de communes qui sont sur un canton et 3 qui sont sur un autre. Et le président de la communauté de communes est devenu conseiller départemental donc, du canton qui représente le plus de communes, ce qui fait que les 3 petites communes qui sont de l'autre canton, bah, je pense qu'ils n'ont plus grand-chose à dire et on n'a plus qu'à écouter, les regarder. Donc, je trouve ça, là, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait à ce niveau-là parce que je ne trouve pas normal que forcément l'élu conseiller départemental, président de comité de commune, bon, il va plus vers ses électeurs. Voilà. Et puis, la deuxième chose que je voulais parler aussi, c'était la relation avec l'administration. Autant, je veux dire, j'ai rencontré des gens très compétents, des gens agréables, des gens serviables et tout au sein de l'administration. Et autant, j'ai eu beaucoup de soucis avec notamment les ABF qui sont des gens qui ont tout pouvoir. Donc, on a une église qui est inscrite au registre supplémentaire des bâtiments de France. Et donc, à ce niveau-là, c'est pas l'architecte du bâtiment, enfin, c'est l'architecte du bâtiment de France qui supervise les travaux, mais on a le droit qu'on a l'architecte privé. Donc, mais c'est toujours une guerre, pas possible, parce qu'évidemment, lui, l'architecte du bâtiment de France veut imposer son avis, et souvent, et chez nous, entre autres, je pense qu'il y a des travaux qui ont été faits qui, pour moi, c'est dramatique, parce qu'on sous prétexte qu'il veut avoir le dernier mot, et bien, on fait faire des choses qui ne dureront pas dans le temps. Pour moi, c'est un peu un gaspillage d'argent, je trouve ça regrettable. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant les relations, donc, les différents acteurs qu'on peut avoir au sein de la commune. Donc, les 2 principaux soucis, c'était l'ABF et puis l'intercommunalité, un peu comme les grands. Merci beaucoup. Voilà. Et Monsieur Landau, pour finir ce tour. Oui. Bon, là, je veux dire, les difficultés qu'il y a eu quand j'ai été maire la première fois, donc lors de mon mandat, il y a eu bien sûr des difficultés. Bon, on s'est occupé de l'assainissement donc général de la commune, donc que ça soit le bourg et que ça soit les hameaux. Donc il y a eu des conflits aussi avec certaines personnes des hameaux parce qu'ils étaient mécontents. Mais je veux dire, ça, on a géré, on était une équipe qui était soudée. Et ça, je dirais, c'est la chose fondamentale. Quand on est dans une équipe qui est soudée, bon, je dois dire aussi que j'ai eu des gros soucis de santé lors de mon premier mandat, mais ces soucis de santé ont été gérés parce que nous avons travaillé en équipe. Quand j'étais pas disponible, j'étais en contact avec les collègues, et puis donc tout s'est passé bien, tout à fait bien. Dans le deuxième mandat, l'équipe était donc divisée. Bon, il y avait, enfin, je dirais 50% dans un sens, 50% dans un autre, donc c'était parfois animé, difficile. Bon, il fallait quand même essayer d'avancer. Et puis, bon, il y a eu la défection de ma deuxième adjointe, ce qui fait que j'étais devenu minoritaire. Donc, compliqué. Et puis, comme je vous avais dit, avec mon travail à côté, c'est difficile et je n'avais pas envie de me prendre la tête et de passer du temps dans les conflits. Donc, j'ai préféré m'arrêter. Sinon, avec les administrations, bon, ça s'est passé relativement bien. Nous n'avons pas eu trop de problèmes, sauf, bon, c'est un problème que mes collègues ont dû aussi rencontrer, qu'on rencontre à nouveau en ce moment, c'est par rapport aux écoles, les fermetures de classes. Nous nous sommes battus pour garder des classes. Nous nous sommes battus aussi pour garder des services. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, c'est quelque chose qui est usant. Et puis, je dirais que par rapport à ça, même si nous avions gardé, enfin, nous avions 2 classes dans l'école,
au sein d'un regroupement pédagogique. Et nous avions lutté, nous avions gardé nos classes. Et puis là, le rouleau compresseur a continué à avancer. Nous avons perdu une classe. Après, c'est aussi, comme je vous ai dit, le problème de la démographie médicale. Dans la commune voisine, donc il y avait 7 médecins quand je suis arrivé, donc en 86. Là, actuellement, il n'y a plus que 2 médecins à mi-temps. Bon, et je vous passe les autres communes avec aussi les défections ou les départs en retraite de collègues, ce qui fait que ça donne un emploi du temps qui est extrêmement chargé. Alors, par rapport à ça, bien sûr, on essaye de lutter avec les collègues au sein des associations de maires, par exemple, ou donc avec les collègues syndiqués ou autres quand c'est par rapport aux problèmes médicaux. Mais on voit que malgré tout, bon, on prêche souvent un petit peu dans le désert, hein. Les choses ne bougent pas, n'avancent pas. Par contre, c'est pas faute de réunions, hein. J'ai participé à de nombreuses réunions au sein de la Comcom, de nombreuses réunions avec l'ARS, la préfecture, avec les collègues maires. J'ai participé au CNR qui a eu lieu là il y a un peu de temps. Ce qui est, ça c'est un des problèmes que je soulève, quand nous allons dans des réunions, donc soit elles sont choisies et calculées pour nous faire perdre notre temps et nous épuiser, on peut se poser la question, soit les conclusions sont déjà faites au départ. Et bon, par exemple, j'ai été aux réunions du CNR, j'ai exprimé un certain nombre d'idées, notamment par rapport à la démographie médicale. Aucune de mes idées n'a été reprise et j'ai vu les conclusions qui ont été faites à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est des conclusions Nouvelle-Aquitaine, et c'est du brassage de généralité. Hein. Donc, est-ce que on fait des réunions pour avancer, ou alors est-ce que, et donc on est pris en compte, hein, et je crois que quand on est dans la base, parce que là maintenant je suis dans la base au point de vue médical, j'ai un certain nombre d'informations et on a la chance, nous, médecins, de rencontrer les gens au quotidien. On connaît un certain nombre de problèmes. On va dans les maisons, la plus petite chaumière, on n'a plus de chaumière en creuse, mais enfin c'est une image, hein. Donc on rencontre les gens avec leurs difficultés qui vont croissant, hein, et quand on voit ces réunions qui sont des grands-messes, alors je suis peut-être un peu critique, hein, il peut parfois en sortir des choses, mais bon, il faut essayer quelque part d'être dans le concret. Et si on n'est pas dans le concret, je veux dire, à un moment, ça finit par nous épuiser et puis on jette l'éponge. Merci. Quelque chose à dire éventuellement, mais voilà. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer la parole à Martial Foucault. On a une vision territoriale, micro, peut-être passer à une vision plus macro sur sa vision sur ce sujet. Et puis après, peut-être laisser la parole à Françoise Gattel, à moins que tu veuilles parler tout de suite, Françoise. Vas-y, je te passe la parole. Et puis comme ça. Donnez-moi, Martial. Merci. Bonjour à tous. Permettez-moi d'avoir à nouveau un salut particulier pour Emmanuel Lauré, maire d'Andouillé-Neuville, qui a eu, comme beaucoup de maires, le souci de la relève, si je puis dire, et qui a accepté d'enclencher un nouveau mandat en attendant qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien prendre justement ce relais. Alors, moi, l'impression que j'ai, c'est que ça n'est pas forcément l'ampleur de la tâche, de l'engagement et du temps, que sa complexité, vous l'avez dit, et surtout, ce qui apparaît de plus en plus, c'est la fragilité des équipes. Et on sent que sur ce mandat 2020, avec cette période bizarre de mise en place des conseils municipaux, le Covid n'a pas facilité la cohésion des équipes, parce qu'on constate qu'il y a plus de démissions que d'habitude. Alors, moi, j'aurais une ou deux questions ou suggestions, ce pas des suggestions, mais des questions. Est-ce que vous pensez qu'il serait
utile que notamment les associations de maires, enfin les associations départementales, proposent aux maires que nous devenons une formation un peu à la conduite des équipes, parce que on voit bien que chacun de nous devient maire avec son expérience professionnelle, on apprend, et qu'il faut pouvoir conduire cette cohésion d'équipe quand l'équipe est faite de gens très différents qui n'ont ensemble que le fait justement d'être différents pour représenter la totalité de la commune. Donc première question un peu sur cet accompagnement d'une association à la gestion d'équipe. Deuxième chose, alors c'était le cas d'Andouillé-Neuville, cher Emmanuel, mais peut-être d'autres, on a vu l'effet de la loi NOTRe dans beaucoup de territoires et de la fusion du mariage forcé d'intercommunalité qui a parfois fait glisser d'une intercommunalité où on se connaissait, voilà, une intercommunalité plus grande où on a encore du mal à se trouver un projet partagé. Et une autre question qui est celle, est-ce que vous avez l'écoute du sous-préfet ? Parce que souvent, les petites communes nous disent, moi, quand j'ai une question, le sous-préfet, il est tout le temps là et j'arrive à régler les problèmes. Et d'autres nous disent, le sous-préfet n'est pas très présent à mes côtés. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et puis, dernière question, on évoque beaucoup la question du scrutin de liste, en distinguant la constitution des équipes municipales dans les équipes de moins de 1000, où là, on a des élections qui sont faites par conseiller municipal, si je puis dire, et on se retrouve avec un conseil municipal qui est constitué après les élections, sans forcément avoir eu la possibilité de faire une équipe et donc d'avoir un projet partagé. Alors, est-ce que vous pensez que l'évolution du scrutin de liste, en tout cas son abaissement de seuil, peut être en quelque sorte un remède et en tout cas éviter l'éclatement d'équipes, parce qu'on a pris le temps avant les élections de travailler ensemble et d'avoir un projet qui doit nous réunir et qui permet de coaguler l'équipe. Merci à chacun de vous pour votre engagement, pour cette audition très intéressante. Qui veut répondre avant qu'on passe à M. Martial Foucault? On ne pense pas que comment faire abaisser les seuils, ça change quoi que ce soit, parce que de toute façon, nos communes sont très petites. Donc, on a très peu de personnes en réalité qui sont prêtes à rentrer dans le conseil. Donc, ça ne va pas changer grand-chose au problème. Là, moi, pour mon cas personnel, j'étais adjoint depuis un certain nombre d'années. L'ancien maire ne se représentait pas, donc on avait fini par ne plus s'entendre la dernière année, donc c'était un peu compliqué, c'était même très conflictuel, mais du coup, j'ai pris sa place sans vouloir la prendre, hein. Si c'était représenté, je restais en dehors du conseil, point final. Mais bon, du coup, j'ai réussi à garder une partie de l'ancien conseil avec moi, et on a creusé pour trouver d'autres personnes. Mais pour moi, c'était vraiment chercher un nombre de personnes, pas forcément politiquement, quoi. On cherchait, on est 630 habitants, on va pas prendre des gens que de droite ou que de gauche, il faut que tout le monde soit dans un conseil. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que vous êtes tous pareils. Tout à fait. Ouais. Et autrement, non, cette vision-là de prendre... le maire c'est un tel, et ainsi de suite. Je pense pas que ça soit, pour nos petites communes, ce soit intéressant. Oui. Bon, par rapport à la question sur la formation, nous avons eu en Creuse, en tout cas, des formations par l'AMF, qui nous a quand même aidé dans un certain nombre pour un certain nombre de compétences. Après, une des difficultés, bien sûr, que nous avons, mais qui peuvent se résoudre aussi avec la Comcom, c'est le problème des compétences. Bon, dans nos petites communes, nous avons donc peu d'employés et qui doivent être vraiment polyvalents. Enfin, le boulot de secrétaire de mairie est extrêmement complexe
parce que le secrétaire, la secrétaire doit être compétent partout. Bon, c'est quelque chose qui peut être dépassé si un certain nombre de tâches sont confiées au Comcom. Bon, vous parliez de la loi NOTRe tout à l'heure. Bon, nous avons été, dans mon premier mandat, dans une Comcom, et puis on a fait les, entre guillemets, les honneurs des médias parce que le maire du canton à côté, enfin de mon canton, a dit bah non, on veut plus être là-bas, et donc on a été la première Comcom qui a éclaté. Enfin, ce que personnellement, moi, j'ai beaucoup regretté parce que on avait commencé à avoir, et c'est bien avoir une Comcom suffisamment grande, on peut trouver des atomes crochus avec des collègues et avancer dans des dossiers. Par contre, c'est vrai que les dossiers sont quand même extrêmement lourds, et c'est la question à se poser. Faut-il être retraité pour être élu, ou en tout cas quand on est maire ou adjoint, ou alors est-ce que c'est aussi possible pour les gens actifs, hein, et là, je n'ai pas de solution. Oui, je veux bien prendre le relais. Et effectivement, la notion de formation que pose Françoise Gatel me paraît essentielle parce que le maire, surtout dans nos petites communes, nous avons un véritable rôle de management à traiter, quoi, si vous voulez, parce qu'une équipe, comme vous le dites, est constituée, j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, de briques et de brocs. Il faut arriver à faire en sorte que tout ce monde-là s'entende. Il faut arriver à définir une ligne commune. Il faut arriver à définir un projet. Et les choses ne se font pas comme ça, ce n'est pas en claquant des doigts, parce que le maire peut avoir un certain nombre d'idées, mais une idée, on sait bien, elle est bonne que si elle est partagée. Et arriver à faire partager les choses, ce n'est pas chose facile. Donc, ça, c'est le premier aspect pour répondre à la question de Françoise. La deuxième question concernant la relation avec le préfet ou le sous-préfet, bien, on sait très bien que le maire, on sait très bien toutes les responsabilités qui lui pèsent sur les épaules. À la moindre erreur, on sait que le sous-préfet va nous tomber dessus. Sauf par ailleurs, on n'a pas la possibilité d'échanger avec le sous-préfet. Donc, moi, je pense là, de ce côté-là, il y a des choses à améliorer, effectivement. Et enfin, concernant la relation avec la communauté de communes, je pense que beaucoup de choses sont à revoir à ce niveau-là. Merci. Et je crois que Monsieur Vagnon, je ne sais pas s'il nous entend, s'il peut également apporter quelques éléments. Françoise Gatel. Dans le même registre que mes collègues. Donc, en ce qui concerne la formation, bon, j'étais au bureau de l'AMF du département, donc je peux dire j'étais un peu bien informé en ce qui concerne toutes les formations. Donc, j'ai pu effectivement suivre des belles formations avec l'AMF dans notre département. Je pense que, par contre, ce qu'il pourrait y avoir comme évolution au niveau de l'aide des maires, je pense que l'aide du numérique, je pense qu'il devrait exister un espèce de registre numérique dans lequel le maire il pourrait prendre son portable quand il est dans sa commune et qu'on lui pose une question ou qu'il a un souci et qu'il puisse avoir, je ne dis pas une réponse intégrale, mais au moins savoir un peu ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire par le biais d'un système informatique. C'est quand même rapide et ça serait intéressant. Au niveau de la vocation des élus et les candidats, moi, je dirais que ça devient de plus en plus difficile dans nos petites communes d'avoir des candidats. C'est dommage parce que je trouve qu'on perd dans les vocations, on perd certaines personnes parce qu'ils ne veulent pas s'engager, des jeunes qui ont on va dire entre 30 et 50 ans, qui sont dans leur vie active et ils ne se voient pas entrer à prendre des responsabilités au sein de la commune. C'est dommage parce que c'est des gens comme, je ne sais pas si, j'espère qu'ils y reviendront après, mais c'est des gens qui seraient intéressants et qui malheureusement ne viennent pas. Alors je ne sais pas comment on peut les attirer. Bon, voilà. Et en ce qui concerne la troisième question, ce qui concerne les relations avec le préfet,
ou les sous-préfectures. Moi, personnellement, c'était la relation avec le préfet. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. À chaque fois que j'ai eu à avoir des questions ou des soucis, j'ai interrogé directement la préfecture. Je suis rentré directement en relation avec le préfet. Je n'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Peut-être maintenant passer la parole à Martial Foucault, en lui demandant, autant que faire se peut, de reprendre un petit peu toutes les questions que nous avons posées au maire, et surtout de connaître un peu son avis, son regard et sa vision sur l'ensemble de ces sujets, et notamment, bien sûr, puisque ça a été un des faits générateurs de cette mission, comment il peut qualifier, je veux dire, à la fois ce désamour ou en tout cas ce désengagement progressif des élus, et cette crise exprimée par l'ensemble des collègues anciens maires qui se sont exprimés, des vocations au niveau communal. Bien, bonsoir, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, chère Françoise Gatel. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis très honoré de participer, si j'ai bien compris, à la première audition de cette mission d'information. J'espère avoir, alors certainement pas les réponses à toutes les questions qui m'ont été posées. Je crois que certaines d'entre elles doivent venir impérativement des maires en exercice ou des maires qui ne sont plus en exercice, comme les 4 maires qui ont d'ores et déjà témoigné. Moi, j'ai retenu 8 points. Alors, je ne sais pas si le temps... allez, en 10 minutes, si vous m'accordez 10 minutes pour aborder de façon synthétique 8 points qui méritent, à mon avis, à la fois d'objectiver un certain nombre de phénomènes qu'on a coutume parfois de lire dans une presse plus déchaînée que raisonnable sur ces sujets, mais aussi, dans le cadre de cette mission d'information, peut-être des pistes qui pourraient être explorées pour mieux cerner ce dont on parle. Le premier point, c'est la question de la vocation, parce qu'il est revenu dans plusieurs témoignages en disant il y a un risque que au cours des prochaines décennies, il y ait une forme de découragement pour susciter des candidatures. Alors, je dirais que sur la question des vocations, moi, dans le travail que j'ai pu mener, notamment dans le cadre d'enquêtes auprès des maires, mais aussi auprès de larges échantillons des Français sur leur propre représentation de la vie dans une municipalité, dans une commune, la question des vocations, elle est curieuse parce que, pour ça, les vocations, il y a une dimension très biblique dans le terme de vocation. Il y aura un appel divin pour être candidat aux élections municipales et qui finalement l'expérience spirituelle justifierait à elle seule l'engagement. Je crois que c'est un petit peu plus complexe et on ne peut pas tout ramener au divin avec un paradoxe. On est le seul pays au monde capable de réunir presque 1 million de personnes lors des élections municipales. Si on fait la somme de toutes les candidatures, de toutes les listes, 1 million de personnes sur un corps électoral de 46 millions de personnes, c'est exceptionnel. Donc il faut mettre aussi cela en perspective. Alors bien sûr, il y a une démographie des communes qui, mécaniquement, nous permet d'avoir ce chiffre exceptionnel, mais finalement, on pourrait n'avoir que la moitié. Et effectivement une défection très nombreuse lorsqu'il s'agit de constituer les listes pour les élections municipales. Je dis paradoxe parce que dans le même temps, on voit qu'il y a à la fois un vieillissement parmi les maires et parmi les équipes municipales. On insiste trop souvent à tort sur uniquement le maire ou la maire, et il faudrait regarder, c'est ce à quoi je m'emploie, la moyenne d'âge des équipes municipales, et je crois que c'est un indicateur plus précieux. Alors oui, il y a un vieillissement, il y a une orientation socio-professionnelle. Je crois que tout à l'heure, un maire a indiqué
je crois que c'est M. Lagnon qui a indiqué qu'il y avait peut-être désormais une vocation pleine et entière pour des maires retraités. Alors oui, en l'espace de 20 ans, on est passé de 30% des maires qui étaient retraités à 40% en 2020. Donc oui, cela appelle un certain nombre de commentaires. Et j'y reviendrai sur les sources d'insatisfaction ou de démission. Pour finir sur ce premier point de vocation, il y a aussi peut-être parfois une ambiguïté entre le terme qu'on associe à l'exigence du mandat de maire, qui est ambiguïté entre la fonction et le métier. Et je salue Éric Kerrouche, qui a aussi travaillé sur ce sujet. C'est une vieille histoire, cette distinction entre métier et fonction. Et je crois, tout à l'heure, j'ai relevé, deux maires ont parlé du travail de maire et du boulot de maire, en indiquant que c'était passionnant. Mais au fond, ça veut bien dire que derrière, il y a une activité qui est chronophage, qui est exigeante et qui parfois suscite beaucoup de désemparement par rapport à l'attente des administrés. Et moi, je le vois dans nos enquêtes, c'est très intéressant de voir que dans les communes de moins de 3500 habitants, les maires parlent de leur mandat comme d'un métier. Et dans les communes de, surtout plus de 10 000 habitants, on parle de fonction. Alors, ce sont les effets d'enquête, parce qu'on voit bien que si on répond métier quand on est maire d'une commune de plus de 50 000 habitants, on va tout de suite être accusé d'avoir contribué à la professionnalisation de la fonction. Donc, il y a les effets d'enquête, j'entends. Mais je trouve qu'elle résume assez bien dans les communes de moins de 3500 habitants, si un maire naturellement parle de métier plutôt que de fonction, eh bien, il renvoie parfois à une forme de solitude par rapport à une exigence, une maîtrise d'un certain nombre de pratiques, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient désormais environnementales, d'une connaissance d'un appareil de l'État déconcentré plutôt que décentralisé. Et cela met en difficulté et peut même parfois impressionner au titre des candidatures. Deuxième point, parce qu'il est lié, la question des démissions. Moi, j'avais été très surpris, et peut-être que votre mission d'information permettra d'en savoir un petit peu plus. En 2023, on n'est pas en capacité d'avoir des données par le Bureau des élections du ministère de l'Intérieur sur le nombre et les causes de démission. Je trouve que si ce sujet est un sujet d'importance nationale, alors, mais peut-être que vous aurez plus de succès que je n'en ai eu jusqu'alors, d'avoir des éléments très précis sur les démissions pour éviter un certain nombre d'articles qui parfois sont saisissants dans les chiffres, et puis on regarde un petit peu plus précisément. Moi, je retiens, là, j'ai demandé des données au Bureau des élections, on m'indique simplement 910 démissions depuis juin 2020, qui sont des démissions volontaires, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des décès, on ne tient pas compte des démissions d'office prononcées par un juge, ni celles liées à l'application de la loi sur le cumul des mandats ou des fusions de communes. Donc, une fois qu'on écarte tout cela, 910 démissions. Alors, on va dire, allez, 450 par an, un petit peu plus, 400 par an. On est maintenant à 30 mois. Bon, eh bien, ces données qui ne seraient que volontaires, moi, il me semble que la loi oblige tout maire démissionnaire à informer le préfet. Et la cause pourrait au moins, à mon sens, puisque on a tant de formulaires CERFA, on pourrait peut-être, pour la connaissance commune, indiquer les causes de démission, ce qui éviterait peut-être un certain nombre de fantasmes sur des démissions qui sont parfois liées, j'entends les conflits internes dans les conseils municipaux, et on a eu un beau témoignage il y a quelques minutes. Je rappelle qu'un maire sur deux exerce la fonction de maire en même temps qu'une activité professionnelle. Un maire sur deux. Donc ça, c'est une source première qui conduit un maire à ne pas vouloir se représenter.
Alors je ne dirais pas à démissionner, ça je ne le sais pas, mais en tout cas à ne pas vouloir se représenter, c'est important. Et deuxième cause, c'est la grande difficulté à concilier la fonction de maire avec une vie personnelle. Et ça n'a, vous voyez, il y a un lien de cause à effet avec le vieillissement de l'âge des maires. Quand on est maire à 40 ou 50 ans et qu'on a une vie familiale et souvent une vie professionnelle, la conciliation de toutes ces obligations met un maire en grande difficulté, peut mettre un maire en grande difficulté. Je regardais également, je crois que si je ne me suis pas trompé dans ma prise de notes, mais vous avez évoqué tout à l'heure le premier maire qui s'est exprimé, je crois qu'il s'agit de M. Lénoré, M. Cadoré. Vous avez indiqué ne pas avoir une forme de rite de passage par le milieu associatif. Je me trompe peut-être dans ma prise de notes. C'est très intéressant parce que dans la socialisation politique qui conduit souvent à s'engager comme colistier, puis ensuite conseiller municipal, adjoint, maire, le passage par le stade d'un engagement associatif, il est déterminant. Il est déterminant, on le retrouve dans les trajectoires de maire. C'est un rite de passage en quelque sorte et qui renvoie à une forme d'engagement citoyen très fort et notamment dans les communes de petite taille. Quand je regarde les données, pour terminer sur des aspects chiffrés, mais je vois que sur le renouvellement des maires, parfois on se trompe un petit peu et moi j'ai été le premier entre guillemets victime d'enquête où lorsqu'on interroge les maires sur l'intention à 1 an et demi, 2 ans d'une élection municipale, l'intention de se représenter, on atteint des chiffres extrêmement élevés. Alors il faut être prudent. En 2019, je me souviens, dans l'enquête qu'on avait menée au CEVIPOF, c'était 60% des maires qui ne souhaitaient pas se représenter. Bon. La réalité, c'est que vous avez 40% des maires qui sont renouvelés et vous avez 20% de ceux qui étaient déjà dans le conseil municipal qui deviennent maires. Donc vous avez quand même un renouvellement qui est assez soutenu à hauteur de 60% pour un conseil municipal. Alors, une fois dit cela, les sources de satisfaction et de dissatisfaction. Moi, vos témoignages recoupent très largement ce que j'ai pu rassembler dans des verbatims de maires, plus de 6500 maires interrogés avec des verbatims. C'était en 2018 et 2019. Je ne vais pas vous faire le long inventaire des sources de satisfaction et de dissatisfaction, mais il y a aussi des satisfactions à la fonction de maire. Et parmi elles, moi j'en citerai 2 parce qu'elles sont, je crois, toujours importantes. Et l'avenir de la commune et l'avenir de la fonction de maire doit aussi reposer sur une forme de réhabilitation de ce qui est perçu comme une grande source de satisfaction. C'est la reconnaissance des administrés, mais on va voir, ça peut aller dans l'autre sens. Mais c'est aussi la reconnaissance des administrés. Deuxième source de satisfaction, la première, c'est le sens civique que les maires mettent en avant en indiquant que leur engagement se fait finalement au nom d'une citoyenneté que eux-mêmes souhaitent à la fois faire vivre et aussi incarner. Donc, vous voyez, quand on parle parfois de désengagement du côté des maires, on a ici une forme quand même, je crois, encore singulière et rafraîchissante de ce qu'ils pensent en termes de citoyenneté. Les 2 sources d'insatisfaction, peut-être que les choses ont évolué depuis 2019. La première, c'était l'absence de reconnaissance de l'État. Pas l'absence de reconnaissance des administrés, c'était avant tout l'absence de reconnaissance de l'État. Et dans l'État, c'était avant tout, parce qu'on le voyait dans les verbatims, mais c'était l'État, c'était l'exécutif. Et la présidence de la République et le Premier ministre de l'époque. Peut-être que les choses ont évolué. En tout cas, moi j'ai hâte de lire vos travaux pour savoir si vous observez des évolutions sur ce terrain-là. Deuxième source d'insatisfaction, c'est alors un sujet que vous avez déjà traité ici au Sénat, mais c'est
c'est l'inflation des normes. Et qui est un sujet de grande perplexité pour les maires, parce que ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'imaginaire du mot métier associé à celui de maire. C'est une maîtrise d'un certain nombre de pratiques. Et beaucoup de maires nous disent « mais je ne suis pas devenu maire pour lire chaque semaine le journal officiel ou avoir une connaissance avec parfois, et c'est nécessaire, l'explication de texte de tel décret ou tel nouveau décret ». Donc là, il y a une incompréhension entre l'engagement politique au sens je sers le bien commun local et puis la réalité d'une fonction. Je parle de municipalité où il n'y a pas finalement la possibilité d'avoir un secrétaire de mairie. Alors je ne parle même pas d'un directeur général des services, etc. Bon. Je vais peut-être trop lentement, je vais accélérer. Dans ce paysage, il y a quand même des éléments du côté non pas des maires mais des citoyens, un très très fort attachement des Français à leur municipalité. Et ça, on l'observe depuis que des enquêtes posent des questions sur l'attachement à tous les niveaux, local, national, européen. La commune, c'est 2 tiers des Français qui sont profondément attachés à leur commune. On est sur un niveau assez semblable à celui du pays dans son ensemble. D'accord ? On est en revanche beaucoup plus attaché à sa commune qu'à son canton, à son département, à sa région et à l'Europe. Donc on a ce qui explique aussi pourquoi les Français, maintenant sur les personnes, les élus, les représentants, les Français mettent aujourd'hui le maire vraiment très très haut parmi les représentants préférés. Alors il faut se méfier parce que souvenons-nous, ça n'a pas toujours été le cas pour les maires. Il y a eu un moment de bascule qu'on peut situer environ à la milieu des années 90, début des années 90, où effectivement les maires ont gagné à la fois en notoriété, en légitimité et en reconnaissance, parce que la figure emblématique préférée des Français jusqu'à cette période, c'était le député. Au gré d'un certain nombre à la fois aussi de scandales, il ne faut pas oublier ce que les scandales politico-financiers ont fait aux fin des années 80, début des années 90, et aussi une forme de désutilité, j'emploie le terme à dessein, de désutilité de la fonction de député face à l'ampleur de problématiques qui dépassaient largement le champ d'action du député. C'est le fameux dilemme, l'économie contre le politique, quand on traverse près de 30 ans d'une crise économique et sociale avec une densité importante. La perception des Français sur l'incapacité du politique à tordre une trajectoire de l'économique, alors ça contribue à nourrir cette désutilité du député, en tout cas dans son rôle de fabricant de la loi. Donc aujourd'hui, le maire est l'élu préféré des Français. Pour moi, ça recoupe 2 dimensions qui ne sont pas propres au cas de la France. Un, c'est le lien de proximité. Il y a une demande très très forte de proximité. Je ne sais pas si pour autant cela se traduit dans l'esprit des Français par une demande, et pourtant on a posé des questions, mais les résultats sont très curieux, je vais vous les livrer. Je ne sais pas si ça se traduit pour autant par une demande d'une plus grande décentralisation. Je dirais que dans notre pays, la culture politique de décentralisation n'est pas acquise ni pour les maires, ni pour les citoyens. Chez les maires, la demande de décentralisation, elle se fait dans des moments de tension avec l'État. Beaucoup d'élus répondent à l'unisson des Français sur cette question qui me plaît beaucoup, qui est de mettre en opposition l'égalité républicaine avec l'action publique. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a une majorité de maires et une majorité de Français qui préfèrent l'efficacité à l'égalité républicaine.
Et ça, je crois que c'est important en termes d'élaboration de politique publique, notamment locale. La perception de l'égalité chez les Français, qui sont pourtant très attachés à cette égalité, lorsqu'elle n'est pas couplée, combinée à de l'efficacité, alors elle n'est pas réclamée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur l'avenir de la commune ? Est-ce qu'il y a une demande d'un plus grand nombre de compétences pour les maires ? Je crois que tout à l'heure, ça a été évoqué sur l'enjeu de la politique d'assainissement. Pour les maires, évidemment, les maires n'ont pas envie et ne s'engagent pas pour être simplement officiers d'état civil. Et donc, l'exercice de la responsabilité politique locale, ils y sont très attachés. Et comment on exerce une responsabilité politique lorsque l'on a de moins en moins de compétences ? C'est un joli dilemme. Et d'ailleurs, s'il n'y a plus de responsabilité politique, on peut même s'interroger sur le bien fondé de maintenir des élections. Deux derniers points, parce que j'ai été trop long. Dans l'enquête qu'on a menée en 2022, il y a deux phénomènes sur lesquels je voudrais peut-être insister et qui mériteraient un approfondissement. En tout cas, moi, je vais continuer d'y travailler. Il y a du côté des maires la confirmation de profondes tensions démocratiques à l'échelle de leur territoire. Et tensions démocratiques qui sont à la fois liées dans ce qu'on a pu observer sur la participation aux dernières élections. Alors je suis un peu embarrassé pour vous dire clairement est-ce que les 20 points de baisse de participation lors des élections de mars 2020 sont uniquement liés au Covid ou liés à d'autres phénomènes. Il y a débat sur ce sujet. Je crois qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos de la crise Covid, mais on ne peut pas non plus l'écarter. D'accord ? Les élections présidentielles et législatives de 2022 au niveau communal, oui, on voit une baisse de la participation. Baisse de la participation, c'est-à-dire dans les territoires où on avait déjà, et les communes où on avait observé une baisse de la participation au municipal de 2020, on voit que ce sont des territoires pour lesquels la tendance s'est confirmée, pas à un niveau aussi bas qu'en 2020, mais par rapport à la moyenne nationale, dans ces territoires, il y a une confirmation d'un relâchement sur la participation. Et alors, ce qui est très intéressant du côté des maires, en 2020, les maires nous disaient interroger, ceux que nous avions interrogés, que cette baisse de la participation, c'était plutôt un phénomène passager. Et que pour des élections municipales, les Français sont tellement attachés à leur maire qu'ils retrouveront le chemin des bureaux de vote. Ça, c'était en 2020. Les mêmes maires interrogés en 2022 sur cette question, est-ce que c'est toujours un phénomène passager, pour ne pas dire de bêtises, 83% nous disent maintenant qu'ils sont très inquiets, car c'est un phénomène plus profond de désintérêt politique pour une élection nationale. Ce qui veut dire qu'ils ne sont que 3% à ne pas être inquiets de ce phénomène parce que les Français restent attachés à leur maire. Donc on a eu en 2 ans un point de bascule considérable sur ce phénomène de baisse de la participation. Alors pourquoi je parle de polarisation et de tension démocratique ? Je parle de tension démocratique parce qu'il y a aussi, chez les maires, la confirmation, l'observation de terrain d'une forme de durcissement des opinions politiques observées au quotidien dans leur territoire. Et aujourd'hui, ils sont, vous voyez, 50% à observer que oui, et notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a des habitants dans la commune qui ont des opinions politiques opposées et qui ont de plus en plus de difficultés à parler entre eux, à discuter entre eux. Donc, organiser des réunions publiques, parfois, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je dis ça presque de façon provocante, mais c'est un sujet qui n'est pas anodin. Et les raisons perçues du durcissement des opinions politiques des administrés, la première, là encore, ce sont les réponses des maires, elles sont liées aux fractures territoriales.
c'est-à-dire ce que beaucoup d'autres ont pu dire, et mieux que moi, qu'une forme de division territoriale aujourd'hui accentue le sentiment de relégation dans un certain nombre de communes. Malgré, je pense qu'il ne faut pas l'écarter, malgré la réinstallation de l'État à travers un certain nombre de structures, cette réinstallation ne suffit pas, parce que ce qui est visible, c'est pas seulement une maison France Service. Ce qui est visible, c'est un certain nombre de services publics efficaces, pas existants, efficaces, fonctionnels, qui ne sont pas interrompus. Et puis, une autre source de durcissement, ce sont les questions d'inégalité économique et sociale. Là aussi, il y a une profonde division. Je termine sur les violences à l'endroit des maires. Alors, là aussi, je pense qu'il faut systématiser j'allais dire la remontée d'informations. Il faut pouvoir objectiver ce qu'il en retourne. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'efforts engagés, notamment par l'Association des maires de France avec la Gendarmerie nationale. Nous, dans les enquêtes, on voit une progression. C'est pas non plus, c'est pour ça que je vais être prudent, on ne voit pas une explosion de violence à l'endroit des maires. Il n'y a pas d'explosion, par exemple, de violence physique. Mais il y a une explosion des violences symboliques. Et celles-ci, elles sont très très fortes. Et tout à l'heure, il y a eu un témoignage qui va finalement dans ce sens. C'est-à-dire que souvent, attention, parce que la violence symbolique peut aussi déboucher sur une violence physique. Mais dans ces éléments, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand on sait combien il est difficile pour un maire, pour des raisons évidentes aussi d'exercice de l'autorité, de révéler des violences subies. On peut penser que les données qu'on nous indique, 1000, 1500 de violences déclarées par les maires, est peut-être en dessous de la réalité. D'accord ? Mais il faut regarder ça très attentivement, parce que vous avez des violences, c'est le cas de le dire, qui sont moins visibles parce que virtuelles, et qui sont extrêmement dommageables. Ce qui amène d'ailleurs, j'ai été frappé parce qu'on a posé la question, beaucoup de maires à ne plus utiliser de comptes, même institutionnels, pour leur commune sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un lieu de défoulement et qui sont parfois très violents lorsque le maire ou la maire est individuellement et nommément attaqué, mais aussi son entourage familial. Donc je trouve que cette question des violences à l'endroit des maires, elle est à prendre très au sérieux. Il ne faut pas non plus mélanger la violence à l'endroit des élus comme étant une forme de catharsis ou le prolongement de violences dans la société. Il y a des points de convergence, mais tout n'est pas expliqué parce qu'une société deviendrait plus violente que les maires en seraient le premier réceptacle. Je crois qu'il faut regarder attentivement ce qui conduit aussi des maires. Moi, c'est ce que j'avais étudié dans cet ouvrage « Maires au bord de la crise de nerfs », c'est-à-dire parfois l'impossibilité ou la quadrature du cercle, c'est-à-dire l'impossibilité pour des maires d'être finalement tenus responsables. Les maires ne veulent pas être tenus responsables du tout, mais de tout. Et je crois que cette distinction, elle est importante, parce qu'ils sont tenus responsables de tout, mais ils ne peuvent pas être responsables du tout. Et donc, dans le du tout, pardonnez-moi pour cette expression, mais on voit bien que la relation, et moi je trouve qu'il y aurait matière à vérifier si effectivement la crise Covid a renoué le dialogue entre les maires et les sous-préfectures. Moi j'avais le sentiment que les sous-préfectures, jusqu'à la crise Covid, étaient plutôt devenues de grands navires fantômes pour lesquels il était compliqué pour des maires d'obtenir le soutien, l'accompagnement, la réponse, la réactivité des services des sous-préfectures. Peut-être que les choses ont changé. On a également beaucoup insisté sur le couple réhabilité maire-préfet en période Covid. Moi, j'ai plusieurs témoignages qui indiquent le contraire. Donc là aussi,
il faudrait regarder attentivement dans quel contexte ce couple a bien fonctionné. Est-ce qu'il a bien fonctionné parce que le maire était totalement aligné en quelque sorte sur les directives de l'État transmises au préfet? Et est-ce qu'on a des cas, et je pourrais citer un certain nombre de communes dans lesquelles des maires n'ont pas toujours été finalement admirés par les préfets lorsqu'ils ont pris des initiatives que certains préfets ont jugées malheureuses, mais qui étaient, selon les maires, la réponse adaptée à des circonstances exceptionnelles. Voilà, j'ai été trop long, pardonnez-moi. C'était passionnant en tout cas. Merci pour cette analyse et je pense que si on a besoin de compléments, on fera appel à vous au fur et à mesure de l'avancée de la mission. Christian Redon-Sarrazy avait une question à poser. Après, chers collègues, oui, si vous... Merci, merci messieurs pour vos témoignages. Merci Monsieur Foucault. Vous avez en partie répondu, mais j'aimerais quand même avoir l'avis de nos interlocuteurs en visio concernant les relations avec les administrés, parce qu'on a parlé beaucoup de difficultés au sein même du conseil municipal, avec les interlocuteurs institutionnels, peu des relations avec les administrés. Donc c'était juste pour avoir un éclairage dans vos situations particulières sur ce champ-là de vos relations. On prend les questions au fur et à mesure et puis vous répondrez globalement à la fin. Oui, merci pour les différentes interventions, à la fois effectivement avec une entrée très locale sur des cas particuliers et puis peut-être pour une vision un peu plus généraliste. Moi, j'avais une remarque. Tout d'abord, est-ce que nous n'avons pas un biais collectif? Alors certainement, en tant qu'individu, nous en avons tous, à toujours regarder finalement les cas qui ne vont pas. Alors c'est un biais qui peut être nécessaire et indispensable. On parle là de la démocratie et donc j'ai envie de dire, si en démocratie il y a ne serait-ce qu'un cas qui ne fonctionne pas, il nous appartient pour la préserver de toujours en avoir le souci. Cependant, et la table ronde de ce soir en est un exemple, on s'intéresse beaucoup par exemple aux élus qui ont arrêté leur mandat, on ne s'intéresse assez peu à une autre catégorie d'élus qui existe pour autant et qui à mon avis est dans des proportions non négligeables non plus, même si elle n'est pas majoritaire, d'élus qui ne cessent pas de s'arrêter, qui s'arrêtent parfois parce que les électeurs en ont décidé autrement, mais qui pour certains continuent mandat après mandat et donc doivent aussi trouver en tout cas des intérêts. Et donc la question n'est pas d'opposer une vision négative ou positive, mais voilà, est-ce que finalement tous les cas évoqués et parfois avec justesse ne nous amènent pas à une forme d'erreur de tropisme qui viserait finalement à avoir une vision assez sombre de notre démocratie locale plutôt qu'une version positive. Et ni dans un cas ni dans un autre, il s'agit d'être dans une forme de machiavélisme, bien évidemment, mais en tout cas de réfléchir tout de même aussi à une démocratie locale qui a tenu, et malgré compris la crise sanitaire, malgré la tension, la crise énergétique et d'inflation à laquelle nous sommes soumis dans tous nos territoires, là pour le coup, on sent quand même une démocratie locale qui persiste. Après, j'avais deux questions. Peut-être une question très impertinente, messieurs, et je m'en excuse. Est-ce que la question du vieillissement, et pour un certain nombre, vous nous avez donné vos âges, donc je ne fais offense à personne ici. La question du vieillissement, effectivement, du stock, on va le dire, des élus locaux, n'incite pas plus qu'hier à des démissions, parce que finalement, on arrive aussi à un moment donné, pour des raisons personnelles, pour des raisons d'usure, à ne plus supporter et à se dire que pour les années qu'on a encore devant soi, on a envie de faire d'autres choses et que donc des tensions qui pouvaient exister précédemment,
elles sont moins acceptables passé un certain âge. Et peut-être une question pour vous, monsieur, présent ici. Vous l'avez dit sur les tensions démocratiques, bon, vous avez anticipé sur les violences, mais finalement, on a 520 000 élus locaux, le rapport avec la population, on a l'image d'une société, je vais le dire comme ça. Est-ce que quand on a une Assemblée nationale qui ne sait pas discuter, échanger, s'affronter avec parfois la violence que peut être celle du débat politique, mais en tout cas qui cherche toujours à répondre à un intérêt qui est celui des Françaises et des Français, tout ceci, alors je ne sais pas si ça descend d'en haut ou si ça remonte d'en bas, mais à un moment donné, nous amène bien évidemment, vous le disiez, à s'interroger sur la pertinence d'une réunion publique quand on ne discute pas et quand on s'affronte. On a eu encore des exemples récemment dans des débats à l'initiative du grand débat public sur les enjeux du nucléaire qui ont été complètement polarisés et qui n'ont pas donné lieu au débat, qui est un débat qui peut être contradictoire, qui peut être parfois dans la confrontation, mais qui en tout cas permet de dégager du commun dans le sens que les différentes parties construisent ensemble. Merci Cécile. Éric Kerrouche. Oui, alors, pour revenir sur quelques sujets en complément de ce qui a été dit par Martial Foucault, la première chose, c'est la question des chiffres qu'il faudrait qu'on puisse objectiver ensemble, la question du chiffre des démissions et de pourquoi ces démissions. Ces chiffres existent, ils sont remontés par toutes les préfectures, c'est incompréhensible qu'on n'arrive jamais à nous faire une synthèse exhaustive de ce qui se passe exactement et comment. Parce que ça permettrait de rompre avec certaines représentations. Après, rebondir sur ce que vient de dire Cécile Cukierman. Effectivement, alors, je ne vais pas faire de l'autopromotion, mais je vais renvoyer aussi à ce que j'ai écrit sur ces sujets. Si on regarde et qu'on s'intéresse au blues des maires, mais je l'avais écrit avant les élections, il ne faut pas céder à cette image que tout va mal. En revanche, les maires estiment que la situation dans laquelle ils sont placés ou ils se placent, mais la plupart du temps où ils sont placés, devient de plus en plus impossible. C'est surtout ça qui pose problème. Il y a toujours un sens, et ils le disent, et c'est ce que disait Martial Foucault tout à l'heure, il y a toujours un sens à s'investir localement, il y a toujours un sens à donner de soi à la collectivité. En revanche, la question c'est, eu égard à la reconnaissance que j'obtiens, est-ce que ce don de soi a toujours la même valeur? Et ça devient difficile, parce qu'il est de plus en plus difficile, et c'est le deuxième aspect, d'arbitrer avec, j'allais dire, le reste de la vie, et donc avec la vie. Être élu, notamment dans les communes les moins peuplées, c'est donner du temps de soi, donner du temps de sa famille et ne pas pouvoir faire autre chose. Et quand on regarde l'ensemble des motifs qui amènent à renoncer ou pas à une carrière politique, ça joue énormément. Moins de reconnaissance, des conditions démocratiques un petit peu plus difficiles, et puis aussi une technicité, Martial en a parlé, qui est de plus en plus forte et qui empêche de faire. Donc c'est pas tant le fait qu'il n'y a pas d'élus qui veulent continuer à faire, mais ils estiment que les conditions dans lesquelles ils sont mis sont de plus en plus difficiles et parfois au-delà des efforts qu'ils sont susceptibles de réaliser à titre individuel. Ce qui amène bien entendu à une question qui est celle en filigrane, c'est que pour que les communes continuent, il faut qu'il y ait encore des maires. Alors bien entendu, les maires disent qu'ils ne se représentent pas, et en fait quand on arrive aux élections, ils ont tendance à plus se représenter qu'ils ne le déclaraient initialement. Pour autant, cette question, elle va se poser parce que le temps demandé, et c'est le temps de la commune, le temps de l'intercommunalité, le temps de l'ensemble le temps est tel qu'il ne permet plus de faire autre chose à côté. Et se pose en filigrane une question essentielle, sur laquelle on va revenir régulièrement, c'est que c'est difficile de penser à l'avenir de la commune sans penser au statut de l'élu et singulièrement au statut des maires.
Guy Benaroche et après Jean-François Rapin pour finir. Oui, merci. Alors, c'est quelques réflexions et questions en fait assez brièvement. Ça part d'une question en fait que je souhaitais vous poser sur des chiffres que nous n'avons pas, bien sûr. Hein. Vous disiez tout à l'heure, il y a 910 élus, si j'ai bien compris, qui ont démissionné en 2 ans depuis 2020. 910 élus, et la question que je me posais, dont on n'a pas la réponse, c'est parmi ces élus, combien y a-t-il de maires? Parce que ce n'est pas exactement la même chose un élu qui démissionne quand il est conseiller municipal. Il peut y avoir des tas de raisons diverses et variées, en fait, surtout s'il n'a pas de délégation. Et quand c'est un maire qui démissionne, donc en fait, cumuler les deux, ça c'est pas un chiffre significatif pour moi. Enfin, voilà, donc je sais qu'on a... Ah, ça, c'est les maires. Donc, c'est 910 maires. Donc, c'est 910 maires, ce qui me paraît important, du coup. Voilà. Et donc, la question, bien sûr, c'était la structure des villes dans lesquelles ces maires étaient élus. Autrement dit, bien entendu, on ne l'a pas, ça j'ai aussi compris. Et donc, c'est un rapport directement avec une des raisons exogènes, parce qu'il y a des raisons endogènes et exogènes, me semble-t-il, qui est effectivement la complexité des normes dont on a parlé et la complexité du fait qu'on se retrouve avec un poste qui devient un poste excessivement technique, alors que ce n'était pas un poste technique initialement, c'était un poste politique au sens noble du terme, qui était celui de la gestion et de l'avenir d'une ville. Aujourd'hui, il devient très très technique, et donc forcément, il doit atteindre beaucoup plus les maires de petites communes, on a quelques exemples ici, qui n'ont pas de DGS, qui n'ont pas de service derrière pour assurer et tout, et qui doivent aujourd'hui se retourner vers le préfet ou le sous-préfet avec... je partagerai cet avis-là, un couple qui n'est pas forcément la panacée, ou en tout cas qui n'a pas été autant qu'on l'a dit. Donc c'est vrai que ça me paraît important. Le deuxième point que je voulais relever, c'est sur la violence. J'ai fait un petit sondage personnel en allant visiter 80% des maires des communes de mon département. 90% des réponses sont « il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 5 ans ou il y a 10 ans ». 90% des réponses des maires des communes des Bouches-du-Rhône. Donc c'est quand même un élément important. Alors il y a une violence supplémentaire qu'on ressent, qui n'est pas la même, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une violence, qui est liée aussi, bien entendu, je crois que quelqu'un parmi vous l'a dit, au fait que la société elle-même est devenue beaucoup plus violente. Et que donc la violence qu'on retrouve dans la société, qui n'est pas forcément une violence physique, on la retrouve également, effectivement, on peut la retrouver dans les communes. Mais dans ces communes-là, dont j'ai parlé directement avec les maires, hein, ce n'est pas un sondage fait par téléphone ou autre, je remarque que c'est un vrai questionnement qui se pose là, et sur lequel je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision un peu plus froide et essayer de en tout cas de l'argumenter, voilà, cette violence. On a parlé du rôle du préfet, je terminerai à peu près sur ça, on a parlé du rôle du préfet avec les maires. Il ne faut pas nier aussi qu'il n'y a pas que le préfet qui peut avoir un rôle de relation entre le maire et l'État. Bien sûr, c'est le représentant de l'État déconcentré, mais il m'arrive, et comme à beaucoup d'entre vous sûrement aussi, d'avoir aussi des relations qui permettent, avec certains maires, qui permettent aux maires aussi d'avoir un support et une ressource nécessaire sur un certain nombre de sujets. En tout cas, il faut appel à nous, et je crois que c'est notre rôle, mais on essaye de le jouer tous au mieux, d'assurer aussi cette représentation quelque part de l'État ou de la norme au sein du maire, même si ce n'est pas initialement notre métier. Mais on est quand même l'élu des maires, et donc c'est aussi important. Et enfin, dernière chose, bien entendu, il y a aussi un élément important qui est celui quand même de la structure des populations des villes aujourd'hui, le type de population de chaque ville. C'est vrai qu'à l'époque où les villes étaient peuplées essentiellement de gens qui travaillaient sur place, et en particulier d'agriculteurs par exemple, le sujet, bien entendu, on a perdu des millions d'agriculteurs en France, on le sait, de paysans. Bien entendu, le sujet n'était absolument pas le même qu'aujourd'hui, où dans des villes comme la mienne, une grande partie de la population n'est qu'une population qui transite, en fait, qui vient dormir dans la ville et qui, en fait, conçoit le maire comme prestataire de services, pratiquement, vous voyez. Et donc, les rapports et les relations ne sont pas les mêmes. Alors, c'est une raison qui n'a rien à voir ni avec les maires, ni avec forcément la citoyenneté, mais c'est une des vraies causes aussi, me semble-t-il, de cette difficulté à se situer pour les maires. Pour finir, Monsieur Rapin. Oui, merci. Je reprends les éléments de M. Foucault parce qu'on a évoqué la crise des vocations. Et d'ailleurs, de façon tempérée, vous avez dit que ce n'était pas forcément des vocations, et je suis vraiment d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est plutôt une crise des volontés. Et plus on avance, plus on ira vers une crise des volontés, parce que c'est la société qui veut ça, parce que c'est lié aussi aux observateurs de la vie des maires.
qui considère aujourd'hui qu'elle est plus compliquée qu'avant. Et moi, pour avoir été maire assez longtemps aussi, comme beaucoup d'entre vous, je considère que ceux qui nous succèdent aujourd'hui ont un job, alors je dirais pas ni boulot ni métier, ont un job beaucoup plus difficile que ce qu'on a pu comprendre pour les mêmes missions. Pour les mêmes missions, moi je le vois avec la dame qui m'a succédé à la mairie, elle a aujourd'hui beaucoup plus de contrariété que je n'en avais. Pourquoi? C'est simple, parce que nous, je pense on est d'une génération d'élus ou de maires où on avait le temps de progresser. On commençait par l'acquisition des connaissances, progressivement. Quand on arrive maire, même si on a été conseiller municipal, même si on a été adjoint, eh ben on n'a pas toutes les connaissances. Donc on a l'acquis des connaissances qui se fait progressivement. On a l'acquis des expériences qui se fait. Parce que l'expérience d'un maire n'est pas du tout celle de l'expérience d'un conseiller municipal ou d'un adjoint au maire. Et puis en finalité, ou peut-être en même temps, on a l'appropriation de l'environnement général. Et je pense que tout ça, il y a une vingtaine d'années, on le faisait de façon beaucoup plus progressive. Et en tout cas, on n'avait pas cette pression qu'ont les maires d'aujourd'hui, avec notamment, et on l'a dit, les réseaux sociaux, le manque de reconnaissance parfois. Et donc, il faut qu'ils aillent plus vite, à la fois dans l'acquis des connaissances, dans l'acquis des expériences et dans l'acquis de l'environnement général, ce qui, à mon avis, est réellement usant. Et j'ai échangé avec Didier et Marie, on avait la même idée, c'était de se dire aujourd'hui, mais finalement, est-ce que la voie à choisir, je sais que ça peut faire rugir, est-ce que la voie à choisir, c'est pas de dire, voilà, on serait dans un encadrement temporel du mandat de maire en se disant, voilà, si on fait 3 mandats, eh bien, on sera plus usé que quand on en faisait 6 ou 7, mais on sera dans une vision beaucoup plus pragmatique de ce qu'est la vie du maire aujourd'hui, en lui disant, voilà, de toute façon, au bout d'un certain nombre d'années, vous ne le ferez plus. Et là, je pense qu'on peut aussi se redonner la capacité d'avoir des volontés, parce que se posera plus la question de se dire je suis tout seul, personne ne veut prendre ma succession, je vais devoir repartir et je vais devoir repartir. Et là, quand on entend dire effectivement qu'il y a près de 60% des maires qui, au moment de se représenter, disent qu'ils ne vont pas y aller, il faut qu'on se pose la question de la crise de volonté. Merci. Messieurs, est-ce que vous avez quelques réflexions par rapport à ce qui a été dit ou quelques réponses à apporter particulières? Oui, il faut réactiver vos micros. Monsieur Lauré, on ne vous entend pas. Hein? Voilà. Ah. Donc, parfait. Je voulais intervenir pour, d'une part, je souscris pas mal à l'exposé de M. Foucault, effectivement. Hein. Autre chose, il a été évoqué là tout à l'heure le fait que nous n'avons pas fait beaucoup appel, on n'a pas établi la relation avec les administrés. Cette relation, elle est constante avec les administrés. Il y a du pour et du contre. Vous savez bien, le maire est en relation constante avec la population. Et à la notion de violence qui a été évoquée là tout à l'heure, il me semble que c'est moins de la violence que de l'agressivité. Parce que le maire, il est reconnu, le maire, il est apprécié, le maire, il est attendu au niveau de la population. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes, ils sont dans l'immédiateté. Ils souhaitent, à partir du moment où ils vous posent une question, que vous soyez en mesure d'apporter tout de suite la réponse, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on est confronté à une forme d'agressivité, non pas de violence, mais d'agressivité, qui est due, je pense, à une question d'éducation tout simplement des personnes, parce que la notion de respect se dilue dans le temps, au fur et à mesure. Et je crois que c'est surtout cela qui est en cause, parce que à partir du moment où on est confronté à ce type de comportement,
Je crois effectivement il n'y a que l'expérience qui peut nous aider dans ce domaine-là, c'est-à-dire en prenant suffisamment de recul par rapport à cette agressivité qui est déployée, de façon à pouvoir apporter la réponse adéquate en temps voulu, mais pas forcément dans l'immédiat. Merci beaucoup. D'autres, oui, rapidement, parce qu'on a, je crois, dépassé le temps qui nous était imparti. Non, très rapidement, je voudrais apporter deux précisions sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Je regardais, et le chiffre est très évocateur de la transformation de la sociologie des maires. En 1977, 40% des maires étaient agriculteurs. Oui, en 2020, 10%. Donc c'est allé beaucoup plus vite que la chute de la démographie du nombre d'agriculteurs exploitants en France. Pourquoi je dis cela? Parce que je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Il est vrai dans ce rapport qui peut paraître par moments compliqué avec les administrés, j'insiste sur un point. La relation est globalement positive. C'est-à-dire que les administrés sont très satisfaits de l'action d'un conseil municipal, globalement. Donc il y a des formes, il existe malgré tout des moments d'insatisfaction. Et ces moments produisent, et je rejoins ce que vient de dire Monsieur le maire, c'est violence, agressivité, incivilité. Il faudra vraiment être très très précis sur le choix des mots, parce que chaque mot renvoie à des situations très, très particulières et qui ne doivent pas minorer un phénomène, je termine par là, qui est aussi, ça a été évoqué, sur une mobilité résidentielle. Je crois qu'on a un petit peu exagéré sur l'exode vers les campagnes après la période Covid. Quand on regarde les données de recensement de l'INSEE, là, il n'y a pas plus tard qu'un mois, bon, on voit que le solde est assez stable par rapport à 2020. En revanche, il y a je vais dire, à la fois des témoignages dans des villes qui ont connu des déplacements de population essentiellement pour des raisons foncières et immobilières, de l'apparition, mais comme on l'avait vu dans le reste de la société, une société marchande, on voit une forme de consumérisme municipal qui conduit les citoyens effectivement à exiger et qui produit une forme de hiatus entre une exigence dont parfois les maires sont en mesure de répondre, mais pas toujours, avec des demandes nouvelles. Mais là où ça produit un désarroi total des équipes municipales, c'est lorsque ces demandes ne se couplent pas avec un engagement des nouveaux résidents dans la vie de la commune, quelles que soient les activités. Et ça produit une forme de découragement violente pour les maires. Voilà, je voulais juste apporter ces précisions. Mais pardon, je rejoins Éric Kerrouche sur la demande. Je me dis quand même, on a un appareil statistique qui n'est pas si mauvais que ça. Il ne cesse de s'améliorer. Ne pas connaître le nombre précis. Et alors, j'ignorais que Françoise Gatel serait là, mais sur ces 910 maires, j'ai simplement réussi à avoir 2 informations par département, 32 maires démissionnaires pour le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Donc, ce qui veut dire que ces 2 départements enregistrent des démissions beaucoup plus élevées que la moyenne nationale. Voilà. Mais avoir ces informations, ça me paraît crucial. Donc, là, il nous faut vraiment travailler et avoir ces informations. Et j'oublie un point, je ne sais pas si vous pourrez aller dans ce sens, mais connaître également, parce qu'on parle des démissions de maires, il faut parler des démissions des adjoints, des conseillers municipaux, et aussi parce que l'enquête nous le révèle, c'est l'absentéisme lors des conseils municipaux. On a un chiffre, alors c'est déclaratif, il faut être prudent, mais c'est 15% des maires qui nous indiquent, que un conseil municipal sur 5 se tient au complet. 1 sur 5. Voilà, bah écoutez, il nous reste à vous remercier, messieurs les maires, cher Martial Foucault, pour l'ensemble de ces éléments. Nous ne manquerons pas de réinterroger à l'envi
avec insistance à la fois la DGCL et s'il le faut, nous avons la capacité à mener nos propres enquêtes puisque chacune ou chacun des sénateurs pourra dénombrer, recenser dans leurs départements respectifs celles et ceux qui, depuis 2020, ont été amenés à démissionner. En tout cas, merci pour tous ces éléments que vous nous avez livrés. D'une part parce que, et c'est plutôt rassurant, j'allais dire, ils corroborent ou en tout cas ils illustrent par l'exemple ce que nous avons pu chacune et chacun observer, ce qui a prévalu dans la mise en place de cette mission d'information et ce qui va nous permettre finalement d'avancer en explorant bien sûr les éléments que vous avez souhaité ce soir nous livrer, en essayant d'apporter tant que faire se peut des réponses, des préconisations, parce que c'est aussi le sens et l'objectif de cette mission. Et puis, comme cela a été rappelé, nous ne manquerons pas aussi d'aller à la rencontre des territoires, sur les territoires, pour rencontrer, j'allais dire, le maximum d'élus, et notamment, pour répondre à ce que disait Cécile Cukierman, ceux des élus qui sont toujours en fonction et qui auront, nous n'en doutons pas, des éléments positifs aussi à nous faire remonter, parce qu'il y en a, et c'est surtout ce qui prévaut aujourd'hui pour nous, à les accompagner, à leur apporter ces éléments qu'ils appellent de leur vœu pour permettre de faciliter l'exercice des mandats et de leur mandat. Merci, et puis on se donne, et puis on aura, cela a été rappelé, pour répondre à ce que nous demandait la dernière fois Éric Kirouche, un sondage que nous ne manquerons pas de regarder de près pour voir les questions qui seront posées à destination de la population, pour voir ce que chacune et chacun des Françaises et des Français attendent de leurs maires, de leurs édiles, et de la façon dont nous pouvons aussi répondre utilement à leurs aspirations et à ce besoin de proximité qu'ils ne cessent d'exprimer, que vous avez rappelé dans votre propos, cher Martial Foucault. Merci à toutes et à tous, et puis rendez-vous la